Salut à tous, on est de retour sur le plateau de Bureau Oval, on est lundi et le lundi c'est Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. Les amis, aujourd'hui on va parler du 15 de France, on va parler du top 14 et oui c'est un week-end de faux doublons. Et aujourd'hui sur notre plateau, comme d'habitude avec un beau maillot de l'équipe de France, mon cher Lucas, comment vas-tu ? Ça va, je tiens à dire quand même que c'est toi qui m'as obligé à porter ce maillot, qui m'a obligé à porter. On dira pas pourquoi. Ouais, mais maillot, je suis déçu. Entre un maillot du Stade français, un du 15 de France, et je suis obligé d'en porter un en plus. Alors là, c'est pas n'importe quel maillot du Stade français. Je suis pas dans les meilleures conditions pour cette émission. N'empêche, ces maillots-là, t'imagines que tu les portes en jouant, mais mon Dieu, comment tu devais transpirer. Là déjà il fait chaud, alors j'imagine pas quand tu joues. 1000 degrés. T'imagines en plus à la U Arena là, avec ça ? Ah c'est fini, tu fais pas le match. Terrible. En face de nous, mon cher Lucas, il y a comme d'habitude Antoine Yameogo. Comment vas-tu ? Bien mieux que la semaine dernière parce qu'on a gagné avec Gennevilliers, donc ça fait plaisir. En plus il y avait un super temps, donc du coup c'est cool. Et non c'était bien. Donc même les courbatures d'hier elles sont passées, elles s'oublient vite. Donc c'est un week-end d'exploit quoi. Antoine qui gagne, Perpignan qui gagne. Attention. C'est ça. Bon, par contre, tu jouais contre qui déjà ? On recevait l'Heureux, c'est l'équipe de la banlieue de Rennes. Ça va. C'est les amateurs aussi contre qui ils jouent. Oui, ils sont partis malheureux. Ouais, et sans crêpes en plus. Voilà. À côté de toi, Antoine, on a notre cher Maxime Go qu'on reçoit aujourd'hui. Comment vas-tu, Maxime ? Ça va, très bien. Et très content d'être ici et content pour Yam qu'il ait gagné son premier match de l'année. Face à des Bretons, mais bon, c'est déjà ça. Hein. Il est dur parce que c'est pas le premier match de l'année que vous gagnez. Maxime, on va découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou ceux qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel, ton parcours professionnel qui t'a vu notamment passer par 4 clubs. Alors, tu as commencé à Albi. Donc en Pro D2. Après, tu es parti au Stade Rochelet pendant 2 saisons pour signer ensuite au Stade Français. Juste après la fusion, c'est ça ? Juste après, ouais. Juste après la fusion. Et l'année dernière, tu avais signé en début de saison à Massy en Joker. C'est ça, en Joker médical, ouais. Et après Massy, malheureusement, n'avait plus d'argent pour se payer une star comme toi. Du coup, tu n'as pas pu rester. Pas le soleil ou quoi ? Parce que, il y a quand même Albi, La Rochelle, Stade Français, Massy. Il s'est de plus en plus éloigné du soleil. Je sais pas. Ouais, c'est pour ça. C'est une fausse idée de dire que les Noirs aiment la chaleur. Hein, c'est faux. Mais il paraît qu'il est en contact avec Lille en ce moment. Non, j'ai un petit projet en Norvège, ça va être sympa. Donc du coup, en ce moment, tu recherches un club, Max ? Ouais, en ce moment, je recherche un club pour pouvoir m'amuser, jouer, prendre un peu de plaisir et continuer ma carrière, quoi, si possible, comme il se doit, et voir pour une petite reconversion pour l'après-rugby, justement. Tu as mis cette annonce sérieuse qui était géniale sur Twitter en disant « Gif disponible, motivé, bon état d'esprit, cherche club en galère de talonneur, possibilité de dépanner à l'ouverture si besoin. » Il aurait dû mettre 15 de France ou FFR à côté en plus. Ouais, c'est parce qu'ils m'ont pas vu jouer quand j'étais à l'US Métro, c'est pour ça. Quand je centre à l'époque... C'est ce que j'allais dire. Ah, tu as commencé comme centre ? Ouais, on se connaît bien depuis sûr. un petit moment. Et donc il y avait le derby Bagneux contre Métro. Donc ça c'était en poussin Benjamin, minime, ouais. beaucoup minime. Et donc on se jouait tout le temps en finale des tournois départementaux, style tournoi de Clamart, tournoi du Plessis. Et Maxime il était 12, ouais. Et donc t'as pris les culs de Maxime Go, quoi. Mais franchement, on n'a pas gagné. Ouais, mais c'était quand même sympa. Il y avait beaucoup de finales de tournois qui se finissaient en US Métro Bagneux quand même. Et tu vas nous raconter quand même comment on passe de 12 à 2. On perd une dizaine. Parce qu'il y en a quelques-uns qui font 8-2, déjà c'est probable. Alors ça va être très intéressant. Aujourd'hui, du coup, on va commencer par un petit détour par le top 14 qui a repris un espèce de faux doublon. On en parle tout de suite, les amis. Top 14, 16e journée avec beaucoup de victoires à l'extérieur. Ça a été pas mal de résultats étonnants. On découvre le récapitulatif du coup de cette 16e journée avec Clermont qui a battu Bordeaux-Bègles. La surprise, Perpignan qui va gagner à Montpellier. Le Stade Français surpris par Lyon. La section paloise qui perd contre le Castres Olympique, le champion de France, qui est d'ailleurs ici. Voilà, j'ai sorti le maillot de Ben, notre chef d'édition, qui nous a sorti ça, avec ensuite Toulon qui a perdu contre Agen, le Stade Rochelet qui a gagné contre Grenoble et le Stade Toulousain, leader, qui a gagné contre le Racing. Au classement, on voit qu'il y a quand même des grosses tendances là après 16 journées qui se forment et 3 clubs qui sont quand même bien ancrés aux trois premières places. Toulouse, Clermont, La Rochelle. Il y a Lyon qui commence quand même à bien garder ce top 4 avec 48 points.
Bordeaux-Bègles, le Stade Français, le Racing, Castres, qui sont sans doute les 4 équipes qui vont se battre pour 5e, 6e place. Et ensuite, derrière, Montpellier, Pau, Toulon, ça risque d'être impossible pour aller chercher désormais une place dans les 6, selon moi. Voilà. Et derrière, on a Agen, Grenoble qui vont se battre pour ne pas descendre, et Perpignan. Voilà, qui est sans doute... On va en parler. On parle tout de suite d'ailleurs de Perpignan parce qu'on va parler de 3 matchs. En particulier, on va parler du match de l'USAP, du match de Paris et du match de Toulouse. Et on commence du coup par l'USAP. C'est toi qui as choisi de parler de ce match-là, mon Lucas. Ben moi, j'ai choisi de parler de ce match-là parce que je suis très très content pour l'USAP qui a enfin gagné un match. Donc c'est beau, comme quoi tout arrive. Yam qui gagne, l'USAP qui gagne. Bientôt, on va avoir Joseph qui va faire aucune erreur de langage sur les toutes les émissions. Donc c'est pas mal. Écoute, l'USAP, c'est énorme. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Une victoire, déjà, c'est étonnant. À l'extérieur, c'est 2 fois plus étonnant. Et à Montpellier, là, c'est le Graal pour eux. Hein. Je suis très content pour eux. Une grosse performance de Selponi, notamment au pied, qui fait un 8/8, 100%. Et une fin de match avec des mêlées hyper dominatrices, énormes. Montpellier qui déjoue totalement, qui est très très loin de ce qu'il sait faire. Et donc c'est pas mal, c'est de bon augure. Je suis content qu'ils aient enfin gagné un match. Ils méritaient, hein. Ça fait un moment qu'ils se battent et qu'ils s'en sortent pas. Là, ils s'en sortent. Par contre, c'est Montpellier, quoi, les pauvres. Hein. Ça y est, hein, c'est la risée du top 14. Hein. Risée. Ah ouais, bah attends, tu perds contre une équipe qui a encore jamais gagné. Alors j'espère pour eux que Perpignan va continuer de gagner des matchs, parce que si Perpignan ne gagne que ce match-là de la saison, c'était le pire, quoi. Et ça s'est vu à la tête de Moed Altrad d'ailleurs à la fin du match. Il était un peu déçu. Mais il y a une photo qui est parlante. Moed Altrad tout seul dans les tribunes, ouais, tu vois que voilà. Ouais. Alors là, Moed Altrad, il se dit putain. Il a viré tout le monde autour de lui. C'est nous, ça y est, on va être la risée du top 14. Alors écoute, et puis surtout, ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on évoquait quand même le nom de Verne Cotter pour le 15 de France. Là, tu te dis, finalement, on s'en sort plutôt pas mal avec Monsieur Moustache dans le 15 de France. Perpignan qui l'a gagné ce match, ou Montpellier qui a complètement raté son match. Non, je pense que déjà Perpignan a mis les bons ingrédients pour avoir une victoire à l'extérieur. Donc fort sur les bases, la conquête, la défense. Et puis après, dès qu'une opportunité se présente, on score. Il y a Enzo Selponi, le 10, qui est un ancien de la maison en plus, puisqu'il a fait toutes ses classes de jeunes à Montpellier. Donc je pense qu'il avait à cœur de briller devant son ancien club. Et il a enquillé vraiment de partout. Je crois qu'il fait un 8/8 au pied. Donc transformation, pénalité de partout. En plus, il est à 8/8, ouais, 100%. Voilà. Et puis il est à la base et à l'origine du l'essai, le contre là, où il pousse au pied pour finir 80 mètres plus loin. Donc, non, vraiment très grosse performance de Selponi. Après Perpignan, ils ont pas gagné beaucoup de matchs, mais ils étaient quand même pas loin. Donc je pense qu'ils n'auraient pas fini Fanny forcément cette saison, mais là ça doit leur faire un coup de bien au moral, sachant qu'en plus ils vont avoir un calendrier plutôt favorable, parce qu'ils reçoivent ou vont chez des concurrents pour le maintien. Donc voilà. Ils reçoivent 3 concurrents, ouais. Voilà. Agen, Toulon et Grenoble sur les 4 prochains matchs. Ah, donc Toulon est un concurrent pour le maintien. Ouais. Ah bah attends, Français, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais depuis quand on joue le top 6 Enfin, Toulon joue le top 6. Ouais. Toi, Maxime, tu as donc fait 4 saisons en Pro D2, comme on l'a vu tout à l'heure, et tu as joué aussi en Top 14. Du coup, tu connais bien les deux championnats. Selon toi, Perpignan, qui a quand même passé 4 années en Pro D2, qu'est-ce qui leur a manqué cette saison pour passer le cap et dès le début du championnat gagner des matchs? Le truc, c'est qu'une saison, surtout en Top 14, je trouve, c'est la confiance. La confiance, ça fait énormément de choses. Le problème, c'est que dès que tu enchaînes 1, 2, 3 défaites, dans la tête, tu joues plus pareil. Et les rebonds que normalement tu devais avoir pour toi, au final, vu que t'as pas la confiance, tu les as contre toi et tu prends des casquettes et tout, parce que on a vu dans ce qu'on veut. Enfin, Perpi ont fait des bons matchs depuis le début de saison. Ils ont fait des bons matchs. C'est quand même une belle équipe, mais ils ont jamais eu de chance. Ils ont toujours perdu de quelques points. Bon, des fois, ils ont pris un peu l'eau à l'extérieur, mais sinon, c'est toujours accroché, quoi. Enfin, après, c'est vraiment la confiance, je pense, là, qui a fait une grosse différence. Parce que quand tu perds le premier à la maison, le deuxième, troisième, et après, c'est une spirale. Après, c'est compliqué de s'en sortir. On va parler d'un deuxième match, donc le match entre Paris à la maison et le Loup. Victoire surprenante du Loup, 3e défaite à domicile du Stade Français, qui perd quand même de 11 points, voilà, 24-13. Antoine, c'est toi qui as choisi de parler de ce match-là, pourquoi ? Ouais, j'étais malheureusement à Jean-Bouin pour voir ce pauvre spectacle. J'ai pas reconnu le Stade Français.
Peut-être que Maxime a des infos en interne, comme il est passé à nous donner, mais franchement, il y avait très peu de jeux. La charnière pas concernée. Quand même, un joueur de classe mondiale comme Sanchez, vraiment en dedans. Les avants, pareil. Macalou, je l'ai pas reconnu, alors que c'est quand même un des fers de lance. Non, j'ai pas reconnu le Stade Français. En fait, très peu de rythme, très peu d'intensité dans les courses, etc. On peut le dire, c'était nul, c'était horrible à regarder jouer. Dis-le que c'était nul, parce que là, le Soldat Rose, il reste calme quand même. Formé au Stade Français, on le rappelle, Antoine. Du coup, c'est normal. Mais on comprend. Mais attends, faut dire clairement, c'était nul. Il y avait rien. Franchement, Lyon a fait un bon match, mais n'a pas été exceptionnel sur cette rencontre-là. C'est vraiment le Stade Français qui se met dedans tout seul. Il y a des en avant commis dans tous les sens. Il y a des pénalités dans les zones de marque que tu dois jamais laisser. T'as pas le droit. Normalement, surtout que t'as déjà perdu plusieurs matchs à domicile, t'as pas le droit d'en perdre encore. Et c'est étonnant pour une équipe qui se dit qu'elle veut jouer le top 6 et s'imposer sur le long terme en France et en Europe. Ils sont encore dans le top 6 comparé à certaines équipes varoises, par exemple. Mais non, mais c'est vraiment que c'était affligeant. Hein. Franchement, j'étais avec mon petit frère, on n'a pas compris. Et Lyon, comme Perpignan, a mis les ingrédients pour gagner à l'extérieur. Grosse conquête. En touche, ils ont une arme destruction massive, c'est Julien Puricelli, qui est meilleur preneur de balle en touche du top 14. Et ouais, il les a contrés sur cette rampe de lancement qui est la touche. Il y a une stat horrible. C'est 5 ballons perdus sur 7 lancés dur en partie. En première période. Voilà, deux pris seulement sur 7 en première mi-temps. Voilà, Sampéré, que tu connais bien d'ailleurs, Maxime. Franchement, on a des bons sauteurs, des bons talonneurs au Stade Français, mais c'est Puricelli vraiment qui est le meilleur en touche de tout le top 14 peut-être. Ouais, là, y a pas d'équivoque. Ça fait des années qu'il règne sur ce secteur-là, sur la touche. C'est son domaine. Il est hyper bien et surtout. Tout le monde à Lyon et surtout dans la touche est dévoué pour lui parce qu'ils savent qu'il va lire les coups et qu'il va savoir où sauter, et ça s'est encore prouvé là parce qu'au final il avait ses 2 lifters, il a bougé, il a pris 5 ballons sur la première mi-temps et il n'y a pas photo parce que c'est juste lui et sa lecture qui a fait que Paris n'a pas réussi à récupérer une touche en première mi-temps, enfin 2 touches en première mi-temps quoi. On rappelle quand même son âge, 37 ans, Puricelli, et sincèrement il peut encore faire plusieurs années. Il a signé encore un an, il me semble. Voilà, malheureusement pour tous les autres. Il n'a pas notre hygiène de vie, celui-là. Ça, lui, nous, 37 ans, déjà qu'on n'y a pas été du tout. Il ne fait pas les apéros first team. Il dit non. Non, c'est clair. Après, il y a eu d'autres joueurs, je sais pas, Nakaitasi notamment, qu'on voit plus en équipe de France, mais qui revient fort. Ouais, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas le rappeler pour après l'Écosse ? Je crois qu'il va y avoir un peu de turnover justement après le match prochain de l'équipe. Il n'est pas 3/4 centre, c'est pas possible. Ouais, pour jouer Lyon en équipe de France, il faut être 3/4 centre. Mais voilà, ça pourrait être un début de réponse. Peut-être on peut déjà commencer à mettre les joueurs à leur poste en équipe de France et puis des spécialistes qui a priori sont plutôt performants quoi. Parce que Nakaitasi, ça fait quelques semaines qu'il maintenant il est redoutable. Il prend un ballon en l'air justement sur une passe au pied de Vineski magnifique. Il a une détente incroyable. Non, il est très athlétique. Plutôt pas mal. Donc. Il y a un truc, je voulais en parler du Stade Français. C'est le turnover qui est quasiment inexistant. Ça peut marcher. Neckemeyer a prouvé qu'il était un manager immense. Est-ce que quand on est remplaçant, Maxime, au bout d'un moment, on lâche l'affaire quand c'est à ce moment-là, au bout de 16 journées, qu'on n'a jamais été choisi? Est-ce que selon toi, on lâche l'affaire? Non, on lâche pas l'affaire parce que n'importe quel joueur de rugby, surtout en top 14, en Pro 2, tout le monde, on est tous des compétiteurs, donc forcément tu peux pas lâcher l'affaire. Dans ta tête, le moindre truc que tu vas voir, tu vas le prendre. Mais après, le problème c'est que si tu joues pas pendant toutes les 3 quarts de la saison, quand on te demande de jouer, t'as pas de rythme, t'as pas d'automatisme, t'as rien quoi. Enfin, donc ça reste assez compliqué à faire quoi. Ouais, les remplaçants, là, ils commencent à en avoir du mal dans la presse, etc. Ils commencent à sortir. Est-ce que toi, tu as des amis qui sans forcément nommer, quoi, mais voilà, qui disent ouais, franchement, c'est dur ce qu'ils demandent déjà physiquement, c'est dur à Neckemeyer, et en plus, derrière, il en demande beaucoup. Quoi. Après, oui, c'est dur. Tout le monde dit que physiquement, ce qu'ils font, c'est dur. Ils courent énormément. Les entraînements sont longs, sont durs. Après, tout le monde me dit qu'ils progressent parce que ce qu'ils font, du coup, ça les aide sur le terrain, mais le problème, c'est que ça les a aidés en début de saison. Et ils étaient frais, et là, plus ça avance, plus j'ai l'impression que leur énorme préparation physique, ça les fait déjouer, et au final, ils jouent plus du tout, et je trouve qu'il y a même plus de cohésion au final. Je trouve on l'a encore vu sur ce match-là, enfin, c'était
triste à voir pour une équipe qui a quand même licencié 24 joueurs ou 24 joueurs de son effectif pour avoir son effectif XXL. Parce que tu faisais partie de ces joueurs. Bon, toi, tu étais en fin de contrat, mais tu n'as pas été renouvelé. Tu sais exactement comment ça s'est passé, quoi. Oui, parce que j'étais au contact de tous ces joueurs qui ont été licenciés. Donc, du coup, je trouve ça incroyable d'avoir fait un tel remue-ménage pour au final être limite au bord des 6 en ayant un effectif de leur gré et annoncé comme XXL, quoi. Surtout qu'en plus, il y a des joueurs qui sportivement tenaient vraiment la route. Moi, je pense à Marvin O'Connor, par exemple, à l'aile, il faisait ses saisons et c'est incroyable. Jamais respecté Marvin O'Connor. Maxime Go, quand même, le pauvre, il est avec nous sur le plateau. C'est parce que ça, c'est le plus criant, tu vois, mais non, c'est sûr que. Il y a un criant aussi de Charles McLeod qui, au final, a joué contre Lyon, qui joue à Lyon maintenant et qui a fait une belle rentrée et qui, au final, je pense, les a fait regretter de l'avoir licencié. C'est ça. En fin d'année. Je pense surtout qu'il y a un manque de confiance aussi, parce que au final, il y a certains joueurs qui doivent se demander quand est-ce que ça va être mon tour, quoi. Parce que tu regardes qu'au final, ils en ont licencié à l'intersaison, comme il a dit Maxime, mais aussi ils licencient des membres du staff. Là, il y a Julien Dupuis qui est parti il y a pas longtemps avec Robert Mort, et je pense qu'il y a certains joueurs comme Flancard, qui était un titulaire indiscutable au Stade Français, qui joue beaucoup moins et qui doit se dire à tout moment la fin de la saison c'est mon tour et donc c'est pas top, quoi. Ouais. On parle, les amis, de Racing Toulouse. Juste, je crois que côté dis-moi, il y avait un pilier, le numéro 18, qui est rentré. Ah oui, c'est vrai. Il y avait quand même Kevin. une grande famille du Burkina. Ah, mais Kevin Yaméogo. C'est ça, hein. Voilà, donc Il y en a au moins dans la famille qui gagnent des matchs à l'extérieur et qui jouent au haut niveau, c'est bien. C'est vrai, c'est ton cousin qui commence à se faire sa place à Lyon. Ouais, donc très content, j'ai pu le voir en plus avant le match, donc non, c'est bien, il fait sa place, et a priori, de ce que me disait Max, en tout cas, c'est qu'il le trouvait bon, donc il n'y a pas que moi qui le trouve bon, donc c'est cool. Qu'on découvre au-dessus de moi, le cher Kevin, voilà, qui sera à suivre au poste de pilier droit dans les années à venir. Racing Toulouse, victoire du Stade Toulousain en patron à Nanterre. On passe du terrible match du Stade Français au gros plaisir du week-end là. C'était impressionnant. C'était franchement, même au niveau international, il y a des matchs qui n'ont pas cette intensité. Je pense notamment à une fameuse équipe. Mais c'était impressionnant. Pour vous dire, j'ai commenté ce match sur un site internet, sur Rugby 365. J'avais pas le temps de commenter toutes les actions en première mi-temps tellement ça allait vite. Il y a eu des turnovers dans tous les sens. Ça a profité de tous les turnovers pour jouer, pour balancer du jeu. Et à un moment, il y a des relances qui viennent de l'embut de Toulousain et ils arrivent à remonter le ballon jusqu'aux 22 mètres adverses en 2-3 minutes. C'est hallucinant, ça joue dans tous les sens. Un Cheslin Colby encore fracassant. Ce mec, je me demande comment il fait pour pas se casser des trucs en faisant des crochets, parce qu'il part tellement dans tous les sens. Même je pense que lui ne sait pas trop où il va tellement il est impressionnant. Déjà, je pense que il a pas la même hygiène de vie que toi, tu vois. Donc ça. du coup, lui, ses genoux ils tiennent, tu vois, ils sont pas caillés. Il va pas chez au tacos lui. Non, mais aller jusqu'au goûter. c'est un joueur de duel, il fait du 7, donc il est habitué à jouer ses duels. En plus là, une surface rapide comme le synthétique, il s'est régalé et il a mis le feu aux quatre coins du terrain. Même les avants, il relançait des 22. Non, c'était vraiment très plaisant à voir, du jeu au contact, un peu à la toulousaine comme on peut dire et qu'on y avait il y a quelques années. Très bien orchestré par Sébastien Bézi, que je trouve moi très très bon, qui est revenu à son meilleur niveau et qui pourrait tout à fait figurer en équipe de France par exemple. Ça y est, les collègues. Allez, les potes, Sébastien Bézi, c'est mon pote. Voilà, je me permets cette remarque. Il a joué à Bagneux, non? Ah ouais, tiens. Ouais. Je me disais, très bon match du Stade Toulousain, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses et c'était très plaisant à regarder. Et en plus, ce Racing cette semaine a fait pas mal l'actualité parce que Dan Carter va revenir jusqu'à la fin de saison. Il devrait arriver début mars. C'est une information franchement qui nous a tous un peu étonnés. Alors, est-ce que, selon vous, normal, le Racing est un peu en difficulté en championnat et doit aller chercher sans doute quelque chose en Coupe d'Europe, ou pas normal parce qu'il y a des gars comme Gibert dans le centre de formation, Lagarde, il y a le matos dans le club en interne. Maxime, toi, est-ce que selon toi, c'est normal d'aller rechercher Dan Carter? Non, selon moi, ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut. Lagarde, c'est un bon joueur, sauf qu'on lui donne pas de temps de jeu. Le petit Gimbert, c'est pareil, ça devient un bon joueur, mais il faut qu'il joue, quoi. Qui a marqué en plus. Bon, c'était pas le plus compliqué des essais à mettre parce qu'il contre et il a juste à aplatir dans le but. Il a quand même la pistade à les contrer. C'est quand même... Voilà, donc
Il y a du potentiel en tout cas. Parce que Jackie Lorenzetti dit oui, le petit Gimbert, etc. Et Gimbert, Gilbert, il a 18. Un peu plus, je crois, 20, mais. En plus, 20. Un mec comme Rieko Ioane, par exemple, dans le Super Rugby, il a 21 ans, 3 saisons de Super Rugby. Voilà, un Bamba qui a 19, pourquoi j'ai l'impression qu'on est un peu frileux, quoi. C'est ça. Après, c'est le coup de com' qui a salué aussi. Hein. Tu fais revenir Carter, il vient de gagner son championnat du Japon. Tu cherches un mec d'expérience qui va pas faire beaucoup de matchs et qui s'en fout de pas faire beaucoup de matchs. Carter, on l'a vu en France quand il est venu, c'était pas son gros problème s'il faisait pas énormément de matchs. Ouais. Et il va t'amener l'expérience qu'il te faut pour passer ce cap en Coupe d'Europe que tu cherches depuis un moment. Et revenir dans le top 6 en top 14, là où tu as du mal à y rester avec ces nombreuses défaites à domicile. Voilà, la deuxième information, c'était la signature de Manu Tulagi qui va arriver. Par contre, c'est officiel ça ? Oui. Parce que moi, justement, j'ai vu ça comme tout le monde sur les réseaux sociaux, etc. Mais la règle niveau anglais, c'est que si tu vas jouer hors du championnat anglais, la première chip, tu es plus sélectionnable avec l'équipe nationale. Avec Chris Ashton, ouais. Et voilà, comme Chris Ashton qui était à Toulon, en Pro D2, et qui est du coup... Ah non, pardon, ils sont en top 14. J'ai un peu anticipé. Mais, et donc, il est rentré à Sale parce que du coup, il devait être... pour être sélectionnable en championnat anglais. Et donc c'est pareil, si Tulagi vient au Racing, il ne pourra pas rejouer en équipe nationale, à moins qu'il change la règle en tout cas. Alors, oui, à vérifier, en tout cas, ça en parle beaucoup. On vérifiera, les amis, on vérifie. Cette info, tu l'as eu vers 3h du matin, samedi soir. Ouais. On s'est retrouvé dans la nuit parisienne avec les amis d'Antoine qui lui ont envoyé une photo de moi. J'étais pas très frais, donc voilà. Les amis, on parle quand même pour terminer les news, du Super Rugby qui a fait son retour cette semaine. Alors voilà, pourquoi est-ce que vous êtes excité du Super Rugby et pourquoi, Antoine ? Ben moi, en tant que groupie officiel des Sud-Africains, ouais, je suis attentivement ce championnat. Non, mais c'est parce que on parlait de rythme avec le Racing Toulouse. Mais là, c'est un championnat où déjà il n'y a pas de descente, donc du coup, on peut envoyer du jeu de partout sans avoir peur de descendre ou qu'on perde 45-20 ou 10-0, c'est pareil. Donc du coup, ça laisse place au jeu, au duel, à la prise d'initiative. On peut lancer des jeunes sans problème parce que du coup, il n'y a pas de problème. C'est pas un il n'y a pas de risque. Voilà, il n'y a pas de risque. Et du coup, on voit que c'est un championnat très plaisant à regarder. Et là, moi, j'avais hâte que ça reprenne. Et ça a repris. Et on a vu des choses incroyables. Ouais. Maxime, toi, il y a des gars que tu vas suivre en particulier dans le Super Rugby que tu adores ? Forcément le retour de Mahadonou, forcément que j'ai regardé avec Sonny Bill, forcément ça fait rêver. Moi, ça m'a bercé mon enfance, cette paire de centres là. Un peu, donc non. Et puis j'aime bien découvrir tous les petits jeunes qui sortent en Super Rugby là. Ils ont toujours au moins 5 ou 6 qui sortent du lot. Ouais, des pépites qui sortent de nulle part. Sortent de nulle part, qu'on sait pas d'où est-ce qu'ils arrivent. Ils arrivent de NPC, de deuxième division, et ils sortent de là et ils sont tout de suite dans le moule et tout de suite au-dessus du lot, quoi. Puis il y en a certains qu'on pourrait voir bientôt en top 14 aussi, parce que généralement en Super Rugby, quand la saison est terminée, t'en as plusieurs qui viennent en tant que joker dans les clubs français, les trucs comme ça. Donc regardez un peu les joueurs qui valent le coup. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir Sonny Bill sur le banc ce week-end. Quand t'as un Sonny Bill, tu le mets sur le banc, ça m'a mais parce que en fait, chez les Blues, ils ont ultra pourvus. L'effectif qu'ils ont, quoi. Ils se permettent de mettre Sonny Bill sur le banc. Alors ça a pas trop marché pour eux, mais les Blues. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire tout au long de la saison. Moi, il y a quand même la charnière Genia Cooper chez les Rebels que je vais suivre. Désolé, je vis il y a 10 ans, mais c'est quand même sexy, bloqué en 2010, quoi. Ouais, mais c'est sexy, je suis désolé, c'est pas mal. Ça va peut-être les relancer. Et puis ils ont l'intelligence aussi, on parlait d'exode des sudistes vers le nord, et puis aussi des retours importants. Par exemple chez les Blue Bulls en Afrique du Sud, l'équipe qui est basée à Pretoria, tu as Duane Vermeulen, qu'on connaît du côté de Toulon, il me semble, qui du coup revient là-bas. Et il y a Shaq Brits aussi, qui était au Saracens, qui est resté 7-8 au Saracens, qui revient dans cette équipe. Et puis ils ont aussi été récupérés des super joueurs de Seven, qui étaient avec les Blitzbox, comme Dylan Sage, ou alors Roscoe Speckman qui a fait un doublé ce week-end. C'est un peu un Cheslin Colby, c'est un métis avec des dreads qui vous irez regarder un peu ses vidéos. Voilà, c'est un peu comme Maxime, mais hors taxe avec 40 kilos de moins, tu vois. Et du coup, on est l'hiver là, donc il m'a pas vu en pleine prépa, c'est pour ça. Tu t'entretiens en ce moment, Maxime. C'est pas toi que j'ai croisé au tacos la semaine dernière, hein, non, je l'ai croisé à Longchamp.
Non, autour de il y l'hippodrome. il y a un mélange de joueurs expérimentés et de joueurs qui ont tout à faire justement. Et je pense qu'il faudrait mettre une pièce sur eux. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent les phases finales en tout cas cette année. Eh bien, on suivra ça, les amis. On va passer maintenant, après les news, au focus sur les talonneurs français. Focus, autant pour moi. Il va y avoir quand même une petite explication de mon cher Yam. J'allais le faire après le focus, mais tu vas nous expliquer un petit geste qui est la diagonale. Désolé, les amis. Yam explique tout de suite. Yam, tu vas nous expliquer la diagonale. Ouais, donc c'est cette fameuse passe au pied en fait qui permet de traverser le terrain. Donc pour son ailier en général, c'est le 10 qu'il fait. Par exemple, nous au niveau fédéral, on l'appelle la Wilkinson carrément. Et tout le monde sait que ça va être une passe au pied pour l'ailier décalé, souvent sur une zone parce que la défense est resserrée. Donc ça nous permet de traverser le terrain très rapidement. Et donc Wilkinson le faisait très bien, mais Vignieski l'a très bien fait aussi à Jean-Moin. Il y en a par exemple la part en tribune. Mais là, bizarrement, c'est arrivé dans les mains de Nakaitasi et c'était magnifique. Donc c'est une arme vraiment pas mal. Je sais que par exemple Boden Barrett l'utilise beaucoup. Non, c'est vraiment quelque chose qui est très bien fait, très bien préparé, très bien amené. Je pense qu'à l'entraînement, alors peut-être pas toi Maxime, mais tes coéquipiers devaient le faire. Et on voit que quand c'est vraiment bien timé dans les courses, dans le timing, ça marche du feu de Dieu. Et là, les Lyonnais l'ont très bien utilisé ce week-end. Il y a des clubs où tu es passé, Max, où tu as vu un ouvreur maîtriser ce geste un peu plus que les autres Ouais, après, tu as au Stade français avec Mornestein, qui a un jeu au pied juste incroyable et qui maîtrisait ce geste vraiment très facilement et très aisément parce qu'il s'entraîne des heures et des heures et il avait un jeu au pied assez incroyable. Ça peut paraître facile à réaliser, mais en fait, non, ça l'est pas du tout parce qu'il faut mettre le ballon, le tenir sur la pointe pour qu'il justement soit précis, que la trajectoire soit précise justement. Il y a Camille Lopez aussi qui le fait très bien avec Clermont. On aimerait qu'il le fasse, pourquoi pas avec l'équipe de France, quoi, parce que ça marche avec pas Clermont. Les ailiers qui vont avec sur les côtés. Voilà, déjà ils ont des centres, donc du coup, mais non, parce mais que la réception, partir au bon moment, c'est voilà, l'enfer à défendre et c'est ça, l'enfer aussi ne à pas être hors attraper. jeu déjà pour l'attaquant. Ne pas se trouver devant le porteur du ballon, arriver au bon moment au saut, au timing, et puis voilà, t'as un défenseur, t'as à gérer l'attaquant et puis la réception du ballon, sachant que tu es dans une zone où c'est souvent un peu la pression à gérer. Donc non, si c'est très bien fait, ça marche et on l'a vu ce week-end. Jonathan Vignieski l'a très bien fait. Oui. Par contre, il n'y avait pas mieux que François Trinduc pour expliquer la diagonale, s'il vous plaît. François Trinduc, franchement, pour son jeu au pied, il en aurait été. On va passer pour des. Et surtout, c'est une photo de 95 apparemment. Oui, ça fait c'est quand il était bon et qu'il était un espoir pour le 15 de France. Moi, je sais pourquoi Ben l'a choisi. Voilà. Il jouait pas à Toulon. Maintenant, il spécialise des en avant, François Trinduc. C'est pareil, les gars. C'est pour ça qu'il est à Toulon, non? Bon, on va parler des avants, justement. Tout de suite, on va parler des talonneurs français, qui est sans doute le poste le mieux pourvu de notre formation. Voilà, c'est tout sauf le tendon d'Achille de l'équipe de France. C'est un problème de riche. Voilà, le talonnage français, les amis. Est-ce que, selon vous, c'est mieux pourvu, par exemple, qu'un poste que demi-mêlée en France, le talonnage français? Est-ce que c'est le meilleur? Alors, tu prends demi-mêlée, tu prends les deux plus pourvus, en fait. C'est demi-mêlée et talonneur, c'est les deux postes où tu as des choix de riches. Tu as des joueurs dans tous les sens et il faut combiner avec les anciens, plus expérimentés, les plus jeunes. Mais complètement, comparé à un poste d'ailier ou à un poste d'arrière, par exemple, c'est là où tu en as le plus. Et c'est compliqué parce que du coup, tu dois faire des choix qui, sur la forme du moment, ne sont pas forcément les plus judicieux. Mais tu dois pas prendre que des jeunes ni que des expérimentés. C'est très très compliqué. Mais ouais, après, on a de la chance d'avoir au moins quelques postes comme ça où on est vraiment performant. Est-ce qu'il y a, Maxime, une formation particulière, tu as l'impression, sur le talonnage français? Est-ce qu'il y a des anciens, des coachs, où tu as l'impression qu'ils sont très performants en France? Toi, est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont vraiment formé à ce poste-là différemment dans ton parcours? Ouais, enfin vraiment j'y suis passé sur le tard parce qu'à la base j'ai joué à droite, j'étais pilier droit à Albi et je suis passé au talon quand j'étais à La Rochelle avec Patrice Colazo. Pourquoi? C'est une spécialité de Colazo. C'est pour ça. Non, parce que j'avais déjà joué en jeune et vu qu'il m'entraînait en jeune et qu'on a eu des problèmes à arriver à La Rochelle avec les talonneurs et qu'on n'avait plus le choix, donc du coup j'étais le plus à même de pouvoir y passer. Donc du coup, voilà, il m'a formé et vu que j'avais fait des bons matchs, du coup j'y suis resté depuis et du coup je joue au talon.
D'accord. C'est un poste quand même qui est ultra spécifique. On va découvrir tous les talonneurs français de haut niveau qui ces derniers mois ont été appelés dans le 15 de France. Déjà, il n'y a qu'un seul talonneur par équipe, contrairement aux autres postes. Et en plus, voilà, il y a peu de place en fait. Il y a peu de place dans les clubs, Maxime, vu qu'il n'y a qu'un seul talonneur par équipe. Il y a peu de place et surtout on est très fourni. On a énormément de chance, c'est qu'en France on a énormément de talonneurs, de jeunes talonneurs en plus et de bons talonneurs. Et c'est un poste maintenant que des troisième lignes qui n'arrivent pas à passer le cap peuvent se reformer pour justement pouvoir passer à ce poste parce qu'ils sont à même à couvrir énormément de terrain et avoir beaucoup d'axes de jeu dans le terrain, quoi. Donc je pense que c'est un poste où on est quand même plutôt hyper bien fourni en France, quoi. Mais par exemple, typiquement, les Écossais, ils ont fait passer Stuart McNally, qui sera sûrement le talonneur qui va débuter contre l'équipe de France ce week-end. C'est un ancien troisième ligne, reconverti talonneur. Donc il garde la même activité qu'un troisième ligne, c'est-à-dire qu'il se déplace partout sur le terrain, qui va plaquer, qui va être capable de gratter des ballons, de ralentir dans les regroupements. Et à ça, tu rajoutes les fondamentaux du poste, qui est la mêlée, les lancers en touche. Et donc, tu as un joueur vraiment très complet, quoi. Et ça, c'est impressionnant. Il y a d'autres joueurs dans ceux qu'on a montrés, Lucas, toi, en plus, ou alors est-ce que ces 5-là doivent constituer les 5 talonneurs à prendre? Il y en a beaucoup plus. Il y a ces 5-là, puis il y a Ménadier qui était il n'y a pas si longtemps dans le 15 de France aussi. Il y a Quentin Lespio qui, à mon avis, de Pau, là, qui va pas tarder à taper à la porte du 15 de France. Étienne Fourcade de Grenoble qui a fait un très bon début de saison, qui est un peu plus dans le dur, mais qui a fait un bon début de saison. Rémi Bonfils, très bon aussi. Bonfils, s'il n'avait pas des genoux très fragiles, aurait largement pu, il y a 2-3 saisons, rentrer. Il était déjà, il a fait la tournée en équipe de France en Argentine et il avait été très très bon, notamment au lancer d'ailleurs. Et non, c'est quelqu'un de très complet, Rémi. T'as dû le voir à l'entraînement. Il est capable de se déplacer, de porter des ballons, de gratter, ralentir. Voilà, c'est un joueur aussi très complet. Et malheureusement, avec une meilleure santé, bon, c'est pas de sa faute, mais il serait largement en équipe de France pour moi. Ouais. Michael Ivaldi qui se fait une deuxième jeunesse là avec Lyon, qui est monstrueux, quoi, qui a plus de 30 ans et qui franchement est impressionnant. Rufnac avec Montpellier, il y en a un paquet. Et puis le pire, c'est que dans le top 14, on a les Français et les étrangers qui sont hyper performants aussi. Regarde un Facundo Bosch à Agen qui est monstrueux, Bismarck Duplessis qui est une des références mondiales à ce poste à Montpellier. Et c'est une concurrence, le poste de talonneur, qui est dans tous les clubs entre Français et étrangers, qui est énorme. Tu vas me dire, vous allez tous les deux me dire, les 2 talonneurs qui devraient être titulaire, remplaçant. Voilà, après, il y en a toujours un troisième pour au cas où. Mais toi, selon toi, qui devrait être titulaire, qui devrait être remplaçant avec le 15 de France? Oui, toi, Guillaume Guirado, Anthony Triard. Anthony, ok. T'es une catastrophe, je passe. Antoine. Guirado, oui, parce que c'est le capitaine, donc déjà, il a ce rôle de leader. Pas forcément par la parole, mais au moins pour les actes, parce que moi, je trouve qu'il est quand même, il fait quand même souvent ses matchs. Alors, il n'est pas forcément tout le temps au top, mais déjà personne ne l'est, mais au moins c'est une valeur sûre. Et puis remplaçant, moi j'aimais beaucoup le Marchand, le Toulousain. Là il s'est blessé, donc là est-ce qu'on met un Bourgaritz ou on remet un Kamicha? Voilà. Difficile, hein. Et toi Maxime, tu as des préférences? Ouais, moi titulaire, il s'est blessé aussi, mais j'aurais mis Marchand, que je trouve franchement très bon et très complet. Et remplaçant pour mettre un peu plus de gars, j'aurais mis Bourgarit parce que tu l'as croisé à La Rochelle? Ouais, j'ai fait quelques mois avec lui, dans la prépa physique et tout, avant de partir au Stade Français et tout, qui est un très bon mec et tout, et excellent joueur. Énormément de gaz. Facile avec ses mains, lui. Hein, très facile. Ouais, c'est pareil, il jouait aussi troisième ligne quand il était jeune, donc. Beaucoup de gaz. Ouais, beaucoup de gaz qui casse des plaquages, qui même en défense est capable d'en secouer 2-3 et tout. Et ouais, je trouve que c'est un exemple, mais sur le terrain, quoi. Pas forcément par la parole, mais sur le terrain, ça déménage quand même. Après, il est jeune encore, donc peut-être que par la parole, ils sont plus tard. Ouais, il a pris un carton jaune ce week-end, le pauvre. On sait même pas si c'est vraiment lui qui fait la faute. C'est hallucinant. Il y a eu une petite confusion sur les arbitres de la rencontre. Ça a été un coup le 19, un coup le 18, un coup Bourgarit. Il y a eu 4 joueurs possibles sur une faute pour le carton jaune. Finalement, c'est lui qui l'a pris. Mais non, physiquement, il est solide. Là, il a fait une belle entrée, je trouve, avec La Rochelle.
c'est un joueur qui va montrer sa tête, ouais, qui la montre déjà et qui va plus la montrer. Mais n'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires de cette vidéo YouTube, à nous faire aller un petit top 5 des talonneurs français selon vous. Et pendant ce temps-là, nous, on va découvrir le face-à-face qui va nous amener sur le débat après. Le face-à-face dont tu parlais d'ailleurs, tu as commencé à en parler Antoine, qui va être le face-à-face entre France-Écosse, donc les deux talonneurs titulaires entre Guillaume Guirado et Stuart McInally. Voilà, 32 ans, 28 ans, il y en a un qui est un tout petit peu plus petit que l'autre, 83-91. Guirado est un peu plus lourd. Est-ce qu'il y a une taille préférentielle? Faut mieux être petit, grand quand on est talonneur, où il n'y a pas forcément l'un qui est mieux que l'autre? Non, maintenant dans le rugby moderne, plus trop. Avant, si, il fallait être un peu petit, un peu trapu pour la mêlée, tout. Mais maintenant, tout le monde est physiquement à même de pouvoir jouer pilier, de pouvoir jouer au talon, de pouvoir supporter le poids d'une mêlée avec un peu de gainage et des trapèzes un peu solides. Ça tient. J'ai ma place quand je veux alors. Et franchement, t'imagines, tu rentres dans une mêlée aujourd'hui, tu te fais broyer. Voilà pour ce petit focus sur les talonneurs, et on va donc passer comme promis à un débat sur le 15 de France et bientôt France-Écosse. La question pour ce débat, elle va s'afficher en bas de l'écran. Pourquoi avoir peur de l'Écosse? Alors, Lucas, on va commencer par toi. Est-ce que tu as peur de l'Écosse? Comme ça. Bien sûr que j'ai peur de l'Écosse. On va se faire découper. Attends, au bout d'un moment, tu regardes les 2 premiers matchs du Six Nations. Pourquoi ça changerait? Il refait une liste, il reprend les mêmes joueurs. Il y a rien qui change. Moi, je suis vraiment pas confiant du tout. L'Écosse, ça fait plusieurs années qu'ils sont solides. Justement, pourquoi ça changerait pas? Ils ont peut-être marre de se prendre des branlées tous les week-ends. Donc, en tout cas, moi, je m'attends à une réaction au moins d'orgueil de la part des Français. Attends, on l'attendait contre l'Angleterre, on l'a pas eu. En face, ce sera quand même pas pareil. Ils ont Stuart Hogg, il me semble, qui est très incertain. Hugh Jones aussi. Parce que là, quand Lucas parle, on a l'impression qu'il y a Mel Gibson qui va arriver. Voilà. Tu vois, genre l'Écossais qui te fait peur. C'est l'Écosse. On doit s'en méfier, mais peut-être qu'on doit pas non plus. Sûr, mais l'Écosse, c'est plus l'Écosse d'il y a 10 ans qui se battait pour la cuillère de bois avec l'Italie. Ça a changé. C'est solide maintenant, l'Écosse. Mais là, tu nous la vends comme si c'était l'Angleterre. Pas comme si c'était l'Angleterre, mais je te dis que c'est une nation de laquelle on doit avoir peur. Parce que, déjà, premièrement, parce que ça conditionnerait la fin de notre tournoi. Ce match-là va conditionner la fin de notre tournoi. C'est-à-dire que si on ne gagne pas ce match-là, on ne gagnera aucun match. Je vous le dis, c'est écrit, vous l'aurez entendu ici. Si on ne gagne pas celui-là, on perd les 5 matchs de Six Nations. Et deuxièmement, parce que ce match-là, l'Écosse va arriver avec les Crocs, parce qu'ils ont perdu à domicile contre l'Irlande. Donc, ils vont arriver solides et ils vont avoir faim, très très faim. C'est le centenaire, donc c'est le match entre France et Écosse qu'il faut gagner, parce que c'est le 100e entre les deux nations. Et ils ont des joueurs très très solides. Tu vois un Laidlaw, t'imagines quand même que l'Écosse, ils nous craignent tellement pas qu'ils lâchent Laidlaw et Russell en plein entre 2 matchs pour venir jouer 80 minutes avec leur club, puis ils vont repartir. Et Laidlaw, il t'a fait 80 minutes de haute volée avec Clermont, puis il va t'en refaire 80 minutes énormes avec le 15 du Chardon. Parce que le top 14 quand même vient pas mal en aide au 15 de France, parce que Russell est sorti sur commotion avec le Racing et Laidlaw donc a fait 80 minutes. Il risque d'être fatigué, ouais. De quoi? Il risque d'être peut-être fatigué, ouais. On l'espère. Quoique, physiquement, ils sont tellement en point qu'on ne sait jamais. On va découvrir la liste des avants pour commencer de Jacques Brunel qu'il a annoncé pour ce match-là. La liste totalement inchangée. Est-ce que, alors Maxime, est-ce que selon toi, c'est normal de ne pas changer de liste juste en rappelant Falgou parce qu'il y a un blessé? Non, là, pour moi, il fallait changer. Là, il faut arrêter un peu de rester sur les mêmes, on va dire sur déjà vu. Après, j'aime pas parce que je suis pas comme ça à vouloir changer tout le temps. Mais là, le problème, c'est que ça fait un moment qu'il fait toujours cette même liste et qu'au final, au final, les mêmes résultats. Donc, ils mettent un peu des jeunes. Là, on a une génération de champions du monde des moins de 20. Et t'en as un devant, quoi. Enfin, comment tu peux t'en sortir? Alors, il y a 2 changements finalement. Il y a Sanconi aussi, on a appelé son frère Paul. Ouais, apparemment. Voilà, ça serait cool de savoir où est-ce qu'il joue celui-là, par contre. On doit pas avoir les mêmes matchs avec Brunel. Je suis sûr qu'on doit pas avoir les mêmes matchs. Ouais. C'est possible. Sincèrement, j'aime l'équipe de France, j'aime mon pays. Tu portes ton maillot. Mais ouais, je porte mon maillot, ouais. Oui, certes. Mais tu portes le maillot d'Olivier Mann, là, tu portes pas le maillot bizarrement de Venceslas. Heureusement que je porte le maillot d'Olivier Mann, ça faisait moins honte à l'époque. Mais quand tu regardes les 2 premiers matchs,
tu vois, mais sincèrement, qu'il y a des joueurs qui sont loin d'être au niveau. Et Brunel décide de jouer la continuité en rappelant les mêmes, alors que t'en as d'autres qui t'ont encore prouvé ce week-end qu'ils avaient largement leur place, comme un Sedate Gomez, comme Après, il revient de blessure. comme François Cross, comme Alexandre Roumat, mais il a 25 fois sa place dans le 15 de France actuel. Il fait une saison, mais phénoménale. Et tu l'appelles pas, et tu préfères appeler un Sanconi qui a joué un match sur 2 avec le Racing depuis le début de la saison en tant que remplaçant, et qui s'est fait bouffer par Toulouse ce week-end à la maison. Alors pourquoi Déjà, Sanconi, c'est un 3e ligne de base, donc moi je me pose la question pourquoi on prend pas quelqu'un comme Paul Gabriel, par exemple, qui lui est performant en plus malgré la défaite ce week-end. Mais non, il faut arrêter de prendre des gens qui sont pas à leur place. Et puis oui, c'est sûr qu'on se demande s'il regarde les mêmes matchs que nous, parce qu'il prend les mecs qui jouent pas trop en club, donc pas au rythme déjà à niveau international. Et en plus, s'il joue très peu en club, comment c'est possible, tu vois? Est-ce qu'il veut pas... Moi, je me fais un peu l'avocat de Brunel. Est-ce qu'il veut pas tout simplement aller au bout de son idée, peut-être? Se dire, voilà, j'ai un groupe, depuis la tournée de novembre, moi, mon idée, c'était depuis un an, depuis qu'il a pris le dernier tour à destination, de prendre un groupe d'une 50aine de joueurs, de leur dire, voilà, il va y avoir un groupe qui va se resserrer en pyramide. Voilà, aujourd'hui, il continue dans son idée, il veut aller au bout de son idée. Si ça marche pas après le tour à destination, tant pis. Mais s'il lâche ces joueurs-là aujourd'hui, au final... Il lâche toute sa politique et il aura plus aucune légitimité. Je suis d'accord, mais sauf que ça fait quand même un moment qu'il est là et qu'il au final il a strictement rien changé. Et sauf qu'entre-temps, tu as une génération qui a été championne du monde de moins de 20. Quand tu vois un André Pollard chez les Sud-Africains qui a fini sa Coupe du Monde avec les moins de 20, qui 2 semaines plus tard, non même pas, qui est parti en suivant dans le squad sud-africain et qui a fait la tournée de juin. Enfin, et nous on se retrouve avec 2 champions du monde de moins de 20. Ouais. C'est un peu ridicule de faire ça alors que on a des jeunes qui ont gagné, ils sont champions du monde, donc du coup ils ont le droit pour moi ils ont légitime d'aller jouer dans cette équipe de France pour apporter cette jeunesse, cette envie de gagner, parce qu'ils ont l'envie de gagner. S'ils ont gagné, c'est qu'ils ont envie. Bernard Laporte commence apparemment à chercher quand même des solutions, et on commence à entendre parler de Fabien Galtier qui viendrait ou en plus ou remplacer Elissalde. Lucas, est-ce que selon toi c'est une bonne décision ou mauvaise décision d'aller chercher Fabien Galtier? Donc en gros, toi chez toi, quand il y a le feu, au lieu de l'éteindre avec de l'eau, tu mets de l'alcool, quoi. Sincèrement, tu vas chercher un mec comme Galtier qui s'est fait virer de ses 2 derniers clubs en tant qu'entraîneur. D'accord ? Il est parti de Montpellier et parti de Toulon. Le mec est sans club. Donc déjà, tu vas chercher un mec qui est sans club. Faut pas aller chercher très loin pour se demander pourquoi, parce que il a prouvé toute la saison dernière avec Toulon qu'il n'avait pas forcément les compétences, ne serait-ce qu'à Toulon, pour réussir. Et surtout, qu'est-ce que ce mec-là va pouvoir apporter si, premièrement, c'est en additionnant à d'autres, donc tu additionnes les moins, mais moins par moins, il n'y a qu'en maths que ça fait plus. Hein. Et si c'est pour remplacer quelqu'un, je vois pas pourquoi il pourrait remplacer Jean-Baptiste Elissalde. Je vois pas pourquoi ce serait lui. Moi, je suis dépité, quoi. Je comprends pas Fabien Galtier. Vous en pensez quoi de Fabien Galtier? Je sais pas si c'est la solution, effectivement, parce que il a quand même un CV, il a quand même l'expérience. Oui, il a un CV, les 2 derniers clubs, il se fait dégager, quoi. Tu vois, il fait pas des bons résultats, il se fait dégager. Et attends, vous devez regarder la télé comme moi, les matchs tous les week-ends du 6 Nations. Vous devez écouter Fabien, vous devez l'entendre, Fabien Galtier, quand il parle pendant les matchs des 6 Nations. Il n'y a pas un truc qui dit qu'il se passe réellement. Franchement, là, je te trouve dur parce que pendant les matchs, alors il est très France Télé où il doit être carré, ne pas être trop technique, mais alors le lendemain dans ses chroniques. Alors là, je suis d'accord avec toi. Franchement, il dit toute la vérité. Donc moi, je me demande, est-ce que Maxime, tu trouves pas que selon toi, il pourrait, Fabien Galtier, c'est pas n'importe qui quand même? Non, c'est pas n'importe qui, c'est sûr. Mais au final, il aurait tellement un rôle secondaire au sein de l'équipe de France que ça changerait rien du tout. En plus, alors, ça sert à rien, mais peut-être à la place d'Elissalde. Ouais, même à la place, je pense que ça changerait strictement rien. Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense parce que le problème du 15 de France, c'est qu'il n'y a pas de fond de jeu en fait. C'est que, on l'a encore vu sur les derniers matchs. Il y a pas de fond de jeu. Quand on se retrouve vite en difficulté, on n'arrive pas à remettre de la vitesse dans le jeu. Donc je suis pas sûr que Fabien Galtier arrive malgré toutes ses compétences, arrive à remettre
du sens dans le jeu de l'équipe de France. Il y a notre ami Richard Esco, qui est venu il n'y a pas longtemps nous voir. Lui, il n'y croit pas du tout à cette rumeur Fabien Galtier. Hein. Il m'a dit ce matin, il est en vacances en Thaïlande ou je sais pas où. Donc Richie, qui reviendra, on l'espère, dans pas longtemps nous voir, et il n'y croit pas du tout à ça. On va parler des Écossais, voilà, parce que comme tu disais tout à l'heure, Lucas, les Écossais sont de plus en plus forts. Tout simplement, depuis une dizaine d'années, ils montent en puissance. Alors on s'est choisi en gros 3 joueurs qui en ce moment font le taf. Un qui représente la jeunesse et le sélectionneur. Voilà les 3 joueurs. Russell, Laidlaw et voilà un membre du pack, et Johnny Gray avec son frère voilà le Toulousain qui n'est pas là. Voilà. Est-ce que selon vous, est-ce que vous trouvez déjà Maxime, est-ce que selon toi, on a choisi les 3 beaux joueurs qui en ce moment font le boulot? Ouais, on aurait pu mettre Hogg derrière en plus, mais... C'est le bonus. T'inquiète pas. Pas pour moi. Mais ouais, après, oui, clairement oui, parce que Johnny Gray, c'est un peu le dépositaire du combat et de tout ce qui est maintenant devenu l'Écosse, c'est-à-dire une équipe qui est capable de te faire la guerre et en même temps de jouer au ballon et d'avoir un peu des skills et tout devant. Et Laidlaw Russell, c'est la magie, c'est le joueur qui pue le rugby, et Laidlaw, il te gère tout ça d'une main de maître. Après, Moi, Russell, il est capable du meilleur comme du pire, on l'a déjà vu. Ah. Et on l'a encore vu lors du dernier match où il te fait, il y a une pénalité à 10 mètres, il dit à tout le monde je vais en touche, et d'un coup il joue vite au pied et il la passe et il perd le ballon. Mais sinon, c'est un très très grand joueur. On n'est pas encore sûr qu'il sera là, parce qu'il est sorti sur commotion ce week-end. Mais à mon avis, il est sorti sur commotion, il est un peu protégé et il sera là samedi. Mais ouais, lui, il y a Kinghorn aussi sur la ligne d'arrière qui a. Non, on va en parler après de Kinghorn. Ce qui est impressionnant aussi, c'est quand on voit Johnny Gray, 24 ans, 42 sélections déjà. Donc il va atteindre les 100 sélections s'il se blesse pas trop. Voilà, les Britanniques, ils sont capables d'installer un jeune, lui laisser le temps de prendre en maturité, de s'aguerrir, et puis on voit que voilà, ça fait le taf. Hein. Et donc, comme tu parles des jeunes qui sont là très tôt, il y a notamment la jeunesse qui est représentée par Kinghorn, qui a déjà mis 3 essais, ou 4 d'ailleurs depuis le début du tournoi. Voilà, la jeunesse, ailier, en plus il peut couvrir 2 postes. 22 ans seulement, déjà 9 sélections. Kinghorn, toi, t'as impressionné sur le début du tournoi, Lucas? Ouais, franchement, après, bon, il a mis un triplé contre l'Italie, mais il a mis un triplé, c'est quand même costaud de mettre un triplé dans un match de rugby, on en voit pas souvent. Puis lui, associé à Seymour, associé à Hugh Jones sur la ligne de 3/4, c'est énorme. Heureusement, Hogg ne serait pas là, c'est peut-être un peu notre chance à nous de compter sur les blessés écossais. Je sais pas si Amish Watson est rétabli aussi, mais franchement, c'est une équipe qui est en train de se solidifier à chaque poste. Au début, ils avaient 1 ou 2 postes où ils avaient vraiment un joueur qui était bon. Là, maintenant, ça devient de plus en plus compact, on va dire, et c'est ça qui est impressionnant, et cette équipe est vraiment à prendre au sérieux. Et le chef d'orchestre du coup de tout ça, qui est Gregor Townsend depuis début 2017. Alors c'est pas comme Gatland par exemple qui est là depuis des années. Voilà, est-ce que vous trouvez que c'est l'homme adéquat? Mais déjà, Townsend, c'était l'adjoint de Vern Cotter. Donc il a été déjà dans le staff, même s'il n'était pas numéro 1. Donc il a pendant 4 ans, il a été. Voilà. Donc ça fait déjà 6 ans qu'il est avec les gars, quoi. Donc il a pu poursuivre la politique un peu de Vern Cotter, parce que Vern Cotter, je pense qu'il a quand même dû discuter un minimum. Donc les gars, ils communiquent, ils mettent quelque chose en place, et puis lui, il continue ça. Donc il n'y a pas de changement radical comme nous en France. On met un mec et puis on le change, et non, on repart de zéro. Eux, ils sont dans la continuité des choses, et ça leur permet vraiment d'avoir une ligne directrice pour les emmener 4 ans après à la Coupe du Monde ou à un événement clé. Et on voit que l'Écosse, ils sont en constante progression. Ils ont tapé l'Australie cet hiver, par exemple, en novembre. Non, ils progressent. Ils sont pas très loin à chaque fois. Là, ils perdent contre l'Irlande, mais ils prennent plus de branlées comme avant. Ils déplacent beaucoup le jeu, comme ça se faisait un peu sous Cotter. Donc, il y a quand même des similitudes avec ce qui se faisait avant, en fait. Et c'est ça qui est plaisant à voir. On change pas du jour au lendemain de ligne directrice et de fond de jeu. Et en plus, Gregor Townsend qui connaît pas mal le rugby français, parce que pour être passé à Brive pendant 2 ans, Castres pendant 2 ans, Montpellier sur la fin de sa carrière pour finir au Border River. On va parler de rugby français. Voilà, non mais il connaît en plus très bien le rugby français, donc ça va être voilà, il a une connaissance qui pourrait nous faire mal. On verra ça. Et le bonus, du coup, Maxime, le voilà, Stuart Hogg dont tu voulais parler, qui n'est pas là parce qu'il est blessé. C'est un joueur exceptionnel, franchement. Des joueurs comme ça, il y en a rarement par génération. Et lui, pour le coup, il est capable de vraiment
beaucoup plus de meilleur que Dupire, hein, parce que Dupire, il y a un peu beaucoup pour lui. Et il est capable, il fait des différences à chaque ballon qu'il prend, quoi. Enfin, dès qu'il a un peu d'espace, c'est une pile électrique, des appuis de partout. Et surtout, il arrive à prendre des bonnes décisions en un laps de temps très court. Et c'est ce qui fait que c'est un joueur exceptionnel et qui est capable de à tout moment déverrouiller des situations qui sont que tu as l'impression qu'ils sont impossibles, et lui il est capable de la déverrouiller en l'espace d'un quart de seconde sur un appui, il passe et tu le revois plus parce que ça décane derrière, il y a tout ce qu'il faut pour finir et conclure avec cette équipe d'Écosse. C'est un des joueurs qui est le plus régulier. Ça l'a amené dans l'équipe des Lions. Et puis il est tout le temps bon en fait. Stuart Hawk, ça fait des années, presque un an sur deux, il est meilleur joueur du tournoi. C'est quelqu'un qu'on n'a plus à présenter. Et c'est en fait à l'image de cette équipe d'Écosse. Il s'est installé très jeune. Il a plus lâché le poste et puis il continue à progresser et à garder cette régularité. Et du coup, ça en fait un des meilleurs spécialistes du poste actuellement en tout cas. Ah, attendez, ils oublient Yohan Ugé quand même. Attends. Ouais, les gars. Stuart Hogg. Nous, on a Yohan Ugé en 15. Hein. Oh, solide. Hein. Ouais, il va falloir. Bon, voilà, les gars, on a fait le tour pour ce France-Écosse qu'on va attendre avec impatience. De voir ce que ça va donner. Hein, ou avec peur, apparemment, plus qu'avec impatience. Voilà, on va passer pour terminer un petit quiz. Je vous fais un ou deux petits qui suis-je, les gars. Le quiz. Je vous en ai préparé 3. On a encore 1 ou 2 minutes. Je vous fais un quiz, pas que talonneur, première ligne. Ok. Première ligne. Voilà, c'est des premières lignes comme ça au moins. La spécialité, c'est bon. Ah bah. Voilà. Moi, j'ai jamais joué première ligne. J'étais pas assez gras, mais j'étais trop gras pour jouer derrière. Donc finalement, j'ai jamais joué du tout en fait. J'étais sur le banc, c'était très bien. Je coupais les citrons. Moi. Alors, on va parler. On cherche un joueur qui a 28 ans aujourd'hui, qui est donc première ligne sur un des 3 postes. Je vous dis pas son poste, c'est trop facile. Qui a été à Castres quand il était junior, qui a commencé sa carrière professionnelle à Aurillac de Pélissier. 2013. Pélissier, bravo. Très bien. Bravo Lucas, 1-0. Oh, je suis 1-0 chaud, pour je suis chaud. Lucas. Oh, je suis bouillant. T'avais les réponses, ça. Non, jamais. Je veux qu'il perde, lui. Jamais J'en ai pas je lui gagné donne. un depuis le début. Jamais je lui Pas donne. gagné. Alors, le deuxième. Aujourd'hui, je suis à la retraite. J'ai fini ma carrière à Biarritz en 2012. J'ai joué à Givors, Marconnet. Marconnet. Ah oui. T'avais fait le quiz en Ouais, France, c'est en fait. sûr. Ouais. Je suis chaud, c'est Ah tout. non, Première ligne, ouais, c'est mon. bon. Première ligne, c'est mon fond de commerce, les gars. Moi, je pense que celui-là, vous pouvez le trouver, les gars. Quelqu'un lui dit quelque chose dans son oreille Je les vois tous. Pas la- Tacos, les premières lignes. Hein. Tous ensemble. Hein. J'ai 34 ans. Je suis encore en activité. J'ai fait, dans ma carrière, un club à Paris, le Stade Français. Je suis parti après à Leicester. Je suis revenu au Stade Français. Parti à Cannes. Kaiser. Benjamin Kaiser. Oh putain. Vous avez mis un 3-0, les gars. J'avais su. Vous avez pas Heureusement. En plus, on a un talonneur et un rugbyman en face. Oh, enfin. Alors là. Ouais, par contre, vous avez par contre, la triche, on avait dit non. Non, franchement, attends. Je vais en chercher un autre quand même, histoire que vous puissiez Tu veux pas trouver. faire des réponses à 4 points histoire qu'ils puissent espérer gagner quelque chose? Vous voulez une réponse à 4 points pour un des deux? Je vais vous faire une réponse à 4 points. Franchement, celui-là, il est ultra facile. J'ai 53 ans. J'ai plusieurs surnoms. Raptou. Moscato. Voilà. Désolé, t'as perdu, mec. Et voilà. Non mais déjà si tu T'as joué avec le feu, t'as perdu. vers Lucas, c'est plus facile, tu vois. Franchement, j'ai Non, pas non, triché, ouais. les gars, là. Ouais. Mais je t'ai dit, je veux qu'il perde. D'une manière, il a perdu, là. Ah non, Il a mais en perdu. fin dernier, il faut départager. Non, il y a Maxime, 4 il a points. pas gagné. Non, Faut on n'a pas le temps. gagner, On n'a pas le temps, ça fait 50 minutes que tu causes, on n'a pas le temps. La prochaine fois, la semaine prochaine. La semaine prochaine, pendant le débrief de France-Écosse. Allez, ça va. Ok, ça te va, mon Lucas? Merci, Antoine. Merci à vous. Et merci surtout à toi, Maxime. Avec vous, avec plaisir. Donc là, tu vas faire quoi cet après-midi? Tu vas aller courir, tu vas aller à la salle pour t'entretenir un peu? Ouais, un petit peu à la salle, histoire d'aller faire gonfler les bibis un peu
Et ça ira très bien pour aujourd'hui. Il est Tu tard. as quand même des propositions sur la table depuis que tu es sans activité, depuis que tu as quitté Massy en début de saison, mais des clubs en gros de fédéral, etc. Et toi, tu aimerais bien continuer à jouer en Pro D2 parce que tu as 27 ans, tu es encore largement capable de le faire. Oui, bien sûr. Bah oui, après, j'ai eu un paquet de propositions de clubs de Fédéral 2, Fédéral 3. C'est pas sérieux. Voilà, non, si je devais jouer en Fédéral 2, j'irais jouer à Antony avec mon frère, un peu histoire de remettre des culs un peu à Yam, un peu. Et ça irait T'as un très bien. frère qui joue à Anthony en ce moment, il s'appelle comment? Il joue quoi? Il s'appelle Alexandre et il joue à pilier. Et, Ah, c'est famille, quoi. et il me semble qu'il t'avait mis un raffut. Enfin, bon, ça, c'est la vidéo, j'ai la vidéo. Franchement, faut que tu nous la balances sur Twitter après l'émission. Je l'en sortirai. Génial. Ok, on se retrouve sur Twitter du coup les amis pour cette petite vidéo de Yam qui prend un raffut. Moi ça m'excite pas mal. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis.